Elle n'était qu'une mendiante invisible. Mais quand elle a pris la parole au cœur de la somptueuse réception, un silence de plomb est tombé sur la salle. Car elle seule semblait connaître la vérité sur la fille disparue du milliardaire. Les lumières scintillaient dans le grand salon de l'hôtel Majestic. Des hommes en smoking portèrent des toasts. Des femmes en robes longues arboraient des sourires de circonstance. Au centre de l'attention, Victor Beaumont levait sa coupe de champagne, célébrant un nouveau contrat de plusieurs millions. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'une silhouette déguenillée franchisse le seuil. « S'il vous plaît », murmura une voix rauque, à peine audible. Les têtes se tournèrent vers la femme aux vêtements déchirés et aux cheveux emmêlés. Un serveur tenta de lui barrer le passage, mais Élise avança d'un pas tremblant. Des rires étouffés fusèrent parmi les invités. « Et qui a laissé entrer cette femme ?» chuchota une dame parée de bijoux, se couvrant le nez comme si l'air était soudainement devenu vicié. Élise s'arrêta juste devant Victor. Le milliardaire la dévisagea avec froideur, visiblement agacé par cette interruption. « Monsieur Beaumont, dit-elle, les yeux embués de larmes, je sais où se trouve votre fille. » La salle plongea dans un silence absolu. Béatrice, la fiancée, porta une main à sa poitrine, sous le choc. Les invités échangèrent des regards. Certains rirent nerveusement, d'autres écarquillèrent les yeux, incrédules. Victor plissa les yeux, sa coupe fermement tenue. Son cœur semblait s'être figé. Il se pencha légèrement et, d'un ton bas chargé de venin, siffla. « Un mot de plus, et je vous jure que vous regretterez d'être entré ici. » Élise frissonna, mais ne recula pas. Et à cet instant, tous comprirent. Quelque chose de bien plus grand était sur le point d'éclater. Le regard glacial de Victor transperçait Élise comme une lame. Le son de la coupe heurtant bruyamment la table résonna dans la salle, et c'est à ce moment-là qu'un tourbillon de souvenirs la projeta en arrière, comme si le temps avait décidé de rouvrir des blessures jamais refermées. Des années auparavant, Élise n'était pas la silhouette débraillée que tout le monde voyait maintenant. Elle travaillait comme femme de chambre dans l'une des luxueuses demeures de la famille Beaumont. Dévouée, silencieuse, presque invisible. Mais c'est précisément son invisibilité qui lui avait fait voir des moments que personne n'aurait dû voir. Elle se souvenait distinctement de Chloé, une adorable fillette aux cheveux bouclés qui courait dans les couloirs en riant aux éclats, toujours à l'abri des regards sévères de son père. Élise était la seule qui se penchait pour jouer avec elle, qui lui offrait un fruit chapardé dans la cuisine ou qui essuyait discrètement ses larmes quand la petite se sentait seule. Un après-midi, Chloé s'était réfugiée dans la chambre d'amis où Élise faisait le lit. Ses yeux étaient rouges. « Il ne m'écoute pas, Élise », avait murmuré la fillette en serrant fort l'employé dans ses bras. Quelques jours plus tard, la disparition s'était abattue sur la demeure comme une tempête. Des gardes couraient, la police fouillait chaque recoin, les grands titres s'étalaient dans tout le pays. Mais au milieu de tout ce chaos, seule Élise savait quand elle avait vu la fillette pour la dernière fois. Chloé lui avait confié son désir de fuir, lui montrant un médaillon en argent qu'elle appelait son secret. Élise avait voulu parler, mais la porte de sa vie s'était refermée avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche. La famille Beaumont, en pleine tragédie, avait renvoyé tous les employés. Et sans défense, sans abri et sans soutien, elle s'était retrouvée jetée à la rue, où le temps l'avait transformée en une ombre oubliée. Pourtant, chaque nuit passée dans le froid était hantée par la même pensée. « Je sais ce qui s'est passé, je sais où elle est allée. » Mais qui aurait cru une mendiante? Qui aurait entendu sa voix parmi les klaxons et les pas pressés? Maintenant, face à l'homme qu'on avait un jour qualifié d'intouchable, le poids de toutes ces années l'écrasait. Mais à la peur se mêlait une lueur d'espoir. Le souvenir de Chloé souriant en cachant le médaillon brillait dans son esprit. Et c'était précisément ce détail, gardé en silence pendant si longtemps, qu'Élise était sur le point de révéler. Élise prit une profonde inspiration, tentant de rassembler son courage face à tant de gens qui la regardaient avec mépris. La salle était toujours plongée dans un silence inconfortable, mais chaque seconde qui passait alourdissait le fardeau sur ses épaules. Son souhait était simple et, en même temps, impossible. Être entendu, être cru,
non pas pour elle-même, non pas pour redorer son image ou susciter la pitié de l'élite qui la jugeait. Ce qu'Élise voulait, c'était que Chloé soit retrouvée, que la petite fille qui lui avait un jour serré les mains avec des larmes dans les yeux voie enfin son destin révélé. Mais entre elle et ce souhait se dressaient des murailles bien trop hautes. La première était le préjugé. Elle était une femme sans rien, en haillons, sentant les nuits sans abri. Pour tous ici, sa parole valait moins qu'un grain de poussière sur le marbre poli. La deuxième muraille était Victor Beaumont, un homme habitué à avoir le monde à ses pieds, qui n'admettait pas que sa vie parfaite soit égratignée par une voix venue du caniveau. Et il y avait aussi la peur des représailles. Si elle osait aller plus loin, elle pourrait non seulement perdre sa chance de parler, mais aussi sa propre vie. Béatrice, la fiancée, laissa échapper un petit rire sec, comme pour chasser une mouche importune. « Victor, je t'en prie, nous savons tous que ce n'est qu'une mise en scène pathétique. Cette femme est ici pour attirer l'attention, peut-être même de l'argent. » Quelques invités hochèrent la tête en murmurant entre eux. Le préjugé était immédiat, presque automatique. Pour eux, l'image d'une mendiante ne correspondait pas à celle de quelqu'un capable de garder un secret aussi grave. Mais Élise ne flancha pas. Son corps tremblait, oui, mais ses yeux brûlaient d'une flamme plus forte que la peur. « Je ne veux pas de votre argent, » répondit-elle, la voix ferme malgré les larmes. « Je veux seulement que vous m'écoutiez. » Victor fit un pas en avant, imposant, l'ombre de son costume engloutissant la frêle silhouette devant lui. « Écoutez quoi ?» demanda-t-il, la voix basse mais chargée d'une colère contenue. « Qu'une femme de la rue en sait plus sur ma fille que la police, les enquêteurs, tous les experts que j'ai engagés? Ne jouez pas avec ma douleur. » Élise se mordit les lèvres, mais ne se laissa pas réduire au silence. « Je l'ai vue le jour où elle a disparu. Elle m'a raconté des choses qu'elle n'a révélées à personne. J'ai gardé ça pour moi parce que je n'avais pas la force, parce que personne ne m'aurait cru. Mais maintenant, je ne peux plus me taire. » Un brouhaha parcourut la salle. Certaines personnes échangèrent des regards inquiets, d'autres rirent, incrédules. L'atmosphère était partagée entre la curiosité et le mépris. À l'intérieur d'Élise, une lutte intense se déroulait. Une partie d'elle voulait s'enfuir, disparaître et oublier cette humiliation publique. Mais l'autre partie, celle qui se souvenait du sourire de Chloé, celle qui sentait encore la chaleur de ses petits bras autour de son cou, la maintenait fermement ancrée au sol. Son désir de justice devenait plus fort que la peur de l'humiliation. Béatrice reprit la parole, sur un ton encore plus cruel. Cette femme devrait être reconnaissante qu'on l'ait laissée entrer sans la faire traîner dehors par la sécurité. Victor, finissons-en. Elle ne mérite pas ton attention. Mais les yeux de Victor ne quittaient pas ceux d'Élise. Malgré ses efforts pour le masquer, une légère crispation trahissait son trouble. Quelque chose dans la fermeté de ses mots le touchait, lui rappelant le vide qu'il n'avait jamais réussi à combler depuis la disparition de Chloé. Pourtant, l'orgueil et le besoin de protéger son image étaient plus forts. « Dernière chance, » dit-il avec un sourire froid. « Prouvez ce que vous dites, maintenant, ou sortez d'ici et n'osez plus jamais prononcer le nom de ma fille. » Élise sentit son cœur s'emballer. C'était l'occasion qu'elle attendait et, en même temps, le précipice à ses pieds. Si elle parlait et qu'on ne la croyait pas, elle serait chassée. Mais si elle se taisait, elle porterait à jamais la culpabilité de ne pas avoir essayé. Elle inspira profondément, se remémorant le médaillon en argent. La dernière fois qu'elle avait vu Chloé, la fillette lui avait montré l'objet et lui avait demandé de garder le secret. « C'est mon talisman, Élise. Si je disparais, il me ramènera. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme une prière. Mais ce n'était pas encore le moment de tout révéler. Élise savait qu'elle devait doser sa force, car chaque détail mal placé pourrait être utilisé contre elle. Et, par-dessus tout, elle devait trouver un allié dans cette salle hostile. Quelqu'un qui laisserait une ouverture pour que sa voix puisse s'infiltrer. Pendant ce temps, le public assistait à la scène comme à un spectacle. Certains chuchotaient des mots cruels, d'autres filmaient discrètement avec leur téléphone, impatients de partager le scandale.
Le poids de l'humiliation planait sur chaque geste, mais le désir d'Élise restait intact. Être entendue, être prise au sérieux, aussi improbable que cela puisse paraître. Et ainsi, entre l'arrogance de Victor, le mépris de Béatrice et les regards jugeurs de l'élite, la guerre silencieuse d'Élise ne faisait que commencer. Elle savait que ses chances étaient minces, mais la flamme qu'elle portait était inextinguible, l'espoir de ramener Chloé à la lumière. Le silence se brisa comme du verre lorsque Béatrice éclata d'un rire sonore et forcé. L'écho déchira la salle, transformant la tension en spectacle. « Écoutez ça !» s'exclama-t-elle en levant sa coupe comme pour trinquer à sa propre cruauté. Une mendiante qui prétend en savoir plus que les enquêteurs, la police et même la famille Beaumont. Quelle délicieuse blague pour cette soirée si spéciale. Le rire gagna une partie des invités. Certains portèrent la main à la bouche pour dissimuler leur hilarité, d'autres ne prirent même pas la peine de se retenir. La gêne d'Élise grandissait à chaque regard de travers. Elle voulait disparaître, mais quelque chose la retenait, la promesse qu'elle sentait avoir faite à Chloé, l'enfant qui lui avait un jour confié sa peine. Victor ne rit pas. Son visage était sérieux, froid, presque pétrifié. Mais ce n'était pas un silence de respect, c'était le silence de quelqu'un qui lutte contre son propre orgueil. « Je vous avais prévenu », murmura-t-il d'une voix grave. « Ne jouez pas avec le nom de ma fille. » Les gardes du corps, attentifs aux gestes presque imperceptibles qu'il fit, s'avancèrent. L'un d'eux saisit le bras d'Élise avec brutalité. « On va mettre un terme à ça, maintenant. » La voix ferme de l'homme contrastait avec les murmures en arrière-plan. « Lâchez-moi » cria-t-elle en essayant de se dégager. « Je sais des choses que vous ignorez. » La force des agents la fit chanceler. Les gens autour reculèrent, certains riant, d'autres secouant la tête en signe de réprobation. Le serveur qui l'avait vu entrer chuchota à sa collègue. « Il y en a toujours un comme ça pour se faire remarquer. Et juste devant Monsieur Beaumont. Quelle audace !» répondit la jeune femme en ajustant son plateau. Le cœur d'Élise battait à tout rompre. La peur tentait de l'étouffer, mais elle savait que si elle se taisait maintenant, elle n'aurait jamais d'autre occasion. « Le médaillon !» cria-t-elle, sa voix déchirant le silence de la salle. Le médaillon en argent que Chloé cachait. Demandez-lui à ce sujet, Monsieur Beaumont. Demandez-lui ce que votre fille disait. Les agents de sécurité se figèrent un instant. Les invités cessèrent leur chuchotement. Victor pâlit légèrement, bien qu'il tentât de le dissimuler. Seuls lui et Chloé connaissaient l'importance de ce médaillon, un bijou de famille, transmis de génération en génération. Béatrice, sentant la réaction de son fiancé, intervint avant que l'ambiance ne change. « Ça suffit, Victor !» dit-elle d'un ton ferme mais venimeux. « Tu vas prêter attention à une folle? Un médaillon, ça peut être n'importe quoi. Elle a dû inventer ça ou l'entendre quelque part. Ne te laisse pas manipuler. »« C'est faux !» s'écria Élise, les yeux pleins de larmes. « Je l'ai vue. J'étais avec elle le jour de sa disparition. Elle m'a montré le médaillon et a dit que c'était sa protection, que si quelque chose arrivait, il la ramènerait. Ce sont ses propres mots. » Quelques invités se regardèrent, hésitants. Il était impossible de nier qu'il y avait de la vérité dans l'émotion d'Élise. Mais dans l'esprit collectif, le préjugé pesait encore plus lourd. « Elle a dû lire ça dans un vieux reportage », chuchota un homme en costume. « Ou bien elle a inventé cette histoire pour soutirer de l'argent. » Victor s'approcha, se tenant à quelques centimètres d'Élise. Son visage était rouge, ses yeux lançaient des éclairs de colère. « Vous osez utiliser la mémoire de ma fille pour vous donner en spectacle au milieu d'une fête ?» rugit-il. « Vous voulez de la pitié? De l'argent? C'est ça? Eh bien, sachez que vous n'aurez pas un centime. » Les mots frappèrent Élise comme des coups de fouet. La salle entière retenait son souffle. Elle tenta de parler, mais sa voix sortit tremblante. « Je ne veux rien, je veux seulement qu'on la retrouve. » Béatrice profita de l'occasion pour l'humilier davantage. « Regardez-la !» s'exclama-t-elle, exhibant Élise comme un spectacle grotesque. Des vêtements déchirés, les pieds nus, une odeur de rue. Cette femme n'a même pas où dormir, et elle pense pouvoir nous apprendre quelque chose sur Chloé Beaumont. S'il vous plaît. Les rires reprirent, cette fois encore plus cruels.
Des femmes s'éventèrent en riant, des hommes commentèrent à voix basse à quel point c'était ridicule. Le serveur, maintenant moins retenu, laissa échapper. Ça ne pouvait être qu'une mendiante en quête d'attention. Élise baissa les yeux un instant, et de lourdes larmes tombèrent sur le sol de marbre. Mais quand elle releva le visage, une force inattendue se lisait dans son expression. « Vous pouvez rire de moi, vous pouvez me chasser d'ici, mais vous ne pouvez pas changer ce que j'ai vu. Chloé m'a fait confiance parce qu'elle se sentait seule, parce que personne ne l'écoutait, et c'est ça qui fait mal. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Parce que même maintenant, vous êtes incapable d'entendre. » La salle était divisée. Une partie riait encore, l'autre observait avec malaise. Et parmi tous, c'était Victor qui sentait le plus la blessure se rouvrir. Son orgueil lui hurlait de faire taire cette femme, mais une voix intérieure insistait qu'il y avait là quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Béatrice, voyant son fiancé vaciller, en rajouta avec venin « Ne l'écoute pas, Victor. Cette femme ne cherche que l'attention. Si c'était vrai, pourquoi aurait-elle mis tant d'années à apparaître? Pourquoi n'a-t-elle pas contacté la police, la famille, personne? C'est une menteuse. » Les mots firent mouche. Le public, déjà enclin au doute, se retourna de nouveau contre Élise. Les gardes reprirent leur emprise, lui serrant les bras avec plus de brutalité. « Dehors, maintenant !» ordonna l'un d'eux. Élise tomba à genoux, mais cria encore « Je ne suis pas une menteuse ! Je l'ai vue, je lui avais promis de garder son secret, mais je n'ai jamais cessé de chercher. Elle croyait que le médaillon apporterait l'espoir. » Les rires et les chuchotements couvrirent sa voix. Les gens ne voyaient plus la douleur, seulement l'apparence. Ils ne voyaient pas le cœur d'une femme qui avait tout perdu, mais qui portait encore le souvenir d'une fillette disparue. Humiliée devant tous, traînée sur le sol de marbre, Élise semblait vaincue. Mais à l'intérieur, quelque chose restait vivant. Chaque mot prononcé avait planté une graine. Chaque larme versée avait laissé une marque. Et même si le monde entier la rejetait, elle le savait. La vérité ne pouvait pas être enterrée pour toujours. Dans ce salon luxueux, alors qu'elle était expulsée sous les rires et le mépris, Élise portait en elle la certitude que justice serait faite. Elle ne savait pas quand ni comment, mais elle savait que le secret de Chloé résonnerait jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'écouter vraiment. Et, ironiquement, ce fut précisément en cette nuit d'humiliation publique que la première étincelle du retournement de situation commença à naître. La lourde porte du salon claqua violemment derrière Élise, et un instant, le froid de la nuit parut plus accueillant que les regards cruels qui l'avaient chassée. Elle trébucha dans les escaliers, ses genoux écorchés la brûlaient, mais c'est son âme qui souffrait le plus. À l'intérieur, les rires résonnaient encore, comme une moquerie lointaine. Son cœur, cependant, refusait de se taire. Alors qu'elle tentait de reprendre son souffle, une silhouette s'approcha en silence. Ce n'était ni un garde, ni un des invités curieux. C'était un homme grand, à l'expression sérieuse, aux cheveux déjà grisonnants mais au regard ferme. Laurent Moreau, l'ancien associé et avocat de la famille Beaumont, celui que beaucoup considéraient comme le seul capable de dire la vérité à Victor sans être écrasé par le poids du pouvoir. « Attendez », dit-il en lui tendant la main pour l'aider à se relever, « ce que vous avez dit là-dedans, à propos du médaillon, où avez-vous entendu ça ?» Élise le fixa avec méfiance, les yeux pleins de larmes. « De la personne la plus importante, » répondit-elle, la voix étranglée. « De Chloé elle-même. Elle m'a montré le médaillon et m'a dit que, si elle disparaissait, il la ramènerait. » Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette information ne figurait dans aucun rapport, ni dans les journaux. C'était quelque chose d'intime, de presque secret. Il se souvenait vaguement d'avoir vu Chloé jouer avec un collier en argent, mais n'y avait jamais prêté attention. « Il faut que vous me disiez tout, chaque détail, » demanda-t-il, le sérieux de son ton contrastant avec la froideur qui régnait dans le salon. Élise hésita. Elle subissait le rejet depuis des années, et s'ouvrir à nouveau pourrait signifier tomber dans un autre piège. Mais dans les yeux de Laurent, il y avait quelque chose de différent. Ni mépris, ni moquerie, mais de l'écoute.
Elle m'a dit qu'elle se sentait seule, que personne ne l'écoutait. Elle a raconté qu'elle voulait s'enfuir. Élise respira profondément. Et quand elle a disparu, je savais que le médaillon était la clé. Mais qui m'aurait cru? Une femme de chambre, et ensuite une mendiante. Laurent hocha lentement la tête. Vous avez raison. Personne ne vous aurait écouté. Mais moi, je vous écoute. Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire qu'on a racontée au public. Pendant ce temps, à l'intérieur, Victor tentait de reprendre le contrôle de la fête, bien que son esprit fût ailleurs. Les mots d'Élise martelaient sa tête. Médaillon, secret, protection. C'était impossible à ignorer. Il avait toujours su que Chloé avait un lien spécial avec cet employé, mais n'avait jamais imaginé qu'il fût si profond. Béatrice perçut son agitation et lui serra le bras. « Ne te laisse pas abattre, mon amour. Ce n'est que de la manipulation. Tu crois vraiment qu'une femme pareille garderait un secret de ta fille ?» Victor ne répondit pas. Son silence fut plus troublant que n'importe quel mot. Dehors, Laurent conduisit Élise vers une zone plus discrète de l'hôtel. « Avez-vous encore ce médaillon ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, Chloé l'a emporté avec elle le jour de sa disparition, mais je me souviens de chaque détail. Un cercle d'argent gravé de la lettre C. » Laurent écarquilla les yeux. « J'ai vu ce médaillon une fois, sur une vieille photo que je garde dans mes archives. » Il prit une profonde inspiration. « Si c'est vrai, ça peut tout changer. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la croyait. « Vous allez m'aider ? » ?»« Non seulement je vais vous aider, » répondit-il fermement, « mais je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. » Le lendemain, Laurent commença une recherche silencieuse dans des documents oubliés. Il examina des photos, des dossiers de police, des rapports. Chaque piste soulevait plus de doutes sur la version officielle de la disparition de Chloé. Il y avait des lacunes, des omissions, des détails qui n'avaient aucun sens. Le témoignage d'Élise, auparavant ridiculisé, commençait à s'emboîter dans les pièces manquantes du puzzle. Pendant ce temps, Élise luttait contre les fantômes de l'humiliation de la veille. Elle sentait encore les mains lourdes des gardes sur ses bras, entendait encore les éclats de rire, mais aux côtés de Laurent, quelque chose fleurissait en elle. L'espoir. Les jours passèrent, et Laurent rassembla son courage pour affronter Victor. Il le trouva dans son luxueux bureau, entouré de papiers et de contrats. « Nous devons parler de Chloé, » dit Laurent sans détour. Victor leva les yeux, épuisé. « Encore ? Ne viens pas me raconter des histoires. »« Ce ne sont pas des histoires, » rétorqua l'avocat. « Ce sont des faits. Cette femme, Élise, connaissait le médaillon. Elle savait quelque chose qui ne figurait pas dans les rapports. Tu dois l'écouter. » Victor se leva, furieux. « Écouter une mendiante ? Tu es devenu fou ? » ?»« Peut-être, » répondit fermement Laurent, « mais je préfère passer pour un fou que d'ignorer la seule piste réelle que nous ayons eue en toutes ces années. » Un lourd silence s'installa entre les deux hommes. Victor respirait profondément, essayant de contenir sa colère. Une partie de lui voulait chasser Laurent, comme il l'avait fait avec Élise. Mais une autre partie, celle qui pleurait encore sa fille perdue, savait qu'il ne pouvait pas ignorer cela. Finalement, d'une voix basse, il dit « Amène-la-moi, une dernière fois. Si elle a quelque chose de concret à dire, je l'écouterai. Mais si c'est un mensonge… » Sa voix s'épaissit. « Je ne répondrai pas des conséquences. » Laurent acquiesça. « C'est juste, mais sois préparé. La vérité pourrait être plus dure que le mensonge que tu t'es habitué à répéter. » Ainsi, une nouvelle rencontre fut organisée. Non pas dans un salon luxueux, mais dans une salle fermée, loin des caméras et des curieux. Quand Élise entra, ses pas tremblaient encore, mais son cœur battait fermement. Le regard de Victor était méfiant, mais aussi plein d'attente. « Parlez, » dit-il sèchement. « Dites ce que vous savez. » Élise prit une profonde inspiration et, pour la première fois, raconta tout sans interruption. Le sourire timide de Chloé, les larmes qu'elle versait en silence, la peur de ne pas être entendue, le médaillon en argent. Chaque détail fut décrit avec précision, et à chaque mot, Victor sentait la glace en lui commencer à fondre. Quand elle eut terminé, Élise baissa la tête. « Je ne veux rien, monsieur Beaumont. Je ne veux ni argent,
ni statue. Je veux seulement que votre fille ne soit pas oubliée. » Le milliardaire resta silencieux pendant de longues secondes. Puis, de manière inattendue, il laissa échapper un lourd soupir. « Le médaillon » murmura-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. Elle n'allait jamais nulle part sans lui. Laurent profita de ce moment de fragilité. « Nous devons suivre cette piste. Ce pourrait être la clé pour la retrouver, ou du moins pour comprendre ce qui s'est réellement passé. » Victor leva les yeux vers Élise. Il n'y avait plus seulement du dédain, mais aussi quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, de la reconnaissance. À partir de cet instant, le jeu commençait à tourner. La mendiante humiliée devenait la pièce maîtresse d'une enquête qui pourrait changer non seulement la vie du milliardaire, mais aussi celle de tous ceux qui avaient ri d'elle. Car, pour la première fois, la voix d'Élise ne résonnait pas dans le vide. L'horloge marquait 8 heures du soir, lorsque le salon principal de la demeure Beaumont se remplit à nouveau. C'était un nouvel événement, mais cette fois, l'ambiance était différente. L'invitation mentionnait un hommage à la mémoire de Chloé, la fille disparue. Tout le monde s'attendait à des discours formels, des larmes de circonstance et une nouvelle démonstration publique de la souffrance contenue de Victor. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Des murmures couraient de table en table, la présence d'Élise. La même mendiante qui avait été expulsée sous les rires était de nouveau là, assise dans un coin, vêtue de vêtements simples mais propres. Laurent s'était arrangé pour qu'elle soit traitée avec dignité, et son attitude humble contrastait avec l'arrogance qui régnait dans la pièce. Quand Victor monta sur l'estrade improvisée, le silence se fit dans la salle. Il regarda autour de lui, les yeux plus lourds que d'habitude. « Amis, partenaires, famille » commença-t-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour nous souvenir de Chloé, mais pour faire face à une vérité que j'ai tenté de me cacher à moi-même. » Les invités se regardèrent, confus. Béatrice, à ses côtés, écarquilla les yeux, ne comprenant pas où ce discours menait. « Il y a quelques jours, une femme que beaucoup d'entre vous ont ridiculisée est entrée dans ce salon, » poursuivit-il, sa voix gagnant en force. « Moi aussi, je l'ai ignorée, moi aussi, je l'ai méprisée, mais j'ai découvert que cette femme gardait un souvenir que personne n'aurait pu inventer. Le médaillon de Chloé. » Un murmure collectif parcourut l'espace. Laurent, debout près de la table principale, observait attentivement. Élise, retenant ses larmes, gardait la tête haute. Victor fit un geste, et un écran géant derrière lui s'illumina. Une vieille photographie apparut. Chloé, petite, souriant avec le médaillon en argent autour du cou. « Ce médaillon, » dit Victor, la voix étranglée, « était le trésor de ma fille. Et seule une personne qui la connaissait vraiment, quelqu'un qui était avec elle dans ses derniers moments, aurait pu le décrire avec une telle précision. » La salle plongea dans le silence. Plus de rire, plus de moquerie, seulement des regards surpris. Béatrice tenta de réagir. « Mais ça ne prouve rien !» s'exclama-t-elle nerveusement. « Elle a pu le voir sur des photos ou l'inventer. Nous ne pouvons pas laisser cette femme te manipuler, Victor. » Mais cette fois, personne ne la soutint. Le public était trop attentif. Victor respira profondément et brandit un autre objet, une enveloppe scellée. « Laurent m'a aidé à obtenir quelque chose que j'avais reporté pendant des années. Dans cette enveloppe se trouve le résultat d'une nouvelle enquête. Des tests, des recoupements de données, des registres oubliés, et surtout la preuve que la parole d'Élise a du poids. » Tous les regards se fixèrent sur l'enveloppe. Un silence tendu dominait la salle. Laurent prit le micro. « Messieurs, dames, au cours des dernières semaines, nous avons réexaminé chaque détail de l'affaire, et nous avons trouvé quelque chose qui n'avait jamais été divulgué. Un cheveu coincé dans le médaillon récemment retrouvé. Nous avons fait un test. L'ADN a confirmé. Il appartient à Chloé Beaumont. L'impact fut dévastateur. Les gens haletèrent. Certains portèrent la main à la bouche, sous le choc. C'était la preuve que le médaillon était bien avec la fillette le jour de sa disparition. Et qu'Élise disait la vérité depuis le début. Élise pleurait silencieusement, n'arrivant pas à croire qu'enfin, après tant d'années d'humiliation, sa voix était validée devant tous. Mais Laurent ne s'arrêta pas là. Et ce n'est pas tout.
Grâce aux informations qu'Élise a gardées, nous avons suivi une piste qui nous a menés à une petite ville de province. Là-bas, nous avons trouvé les registres d'une jeune fille qui correspond parfaitement à la description de Chloé. La salle explosa en murmures. Quelqu'un chuchota « Elle est vivante ». Victor retenait difficilement ses larmes. « Il y a de fortes indications que oui », confirma-t-il. « Et si cela se confirme, je devrai tout à cette femme que vous et moi avons humiliée. » Élise baissa la tête, submergée par l'émotion. Le public était sous le choc, et la transformation de l'atmosphère était palpable. Là où il y avait eu des rires et des moqueries, il y avait maintenant du respect et de l'admiration. Béatrice, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, se leva brusquement. « C'est absurde !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Vous croyez une mendiante? Et toi, Victor, tu vas jeter ta réputation à la poubelle à cause d'elle ?» Victor se tourna lentement pour lui faire face. « Ma réputation ne vaut rien si je ne retrouve pas ma fille. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, tu ne fais pas partie de ma vie. » La salle éclata en applaudissements. Béatrice, honteuse et furieuse, sortit précipitamment, ses talons claquant sur le marbre. Mais le point culminant n'était pas encore atteint. Laurent fit un signe et les portes du salon s'ouvrirent. Une jeune femme aux cheveux bouclés, au regard timide et portant un médaillon en argent autour du cou, entra, accompagnée de policiers et d'assistants sociaux. La salle entière retint son souffle. « Chloé !» murmura Victor, incapable de contenir ses larmes. La jeune femme courut vers lui, et l'étreinte qui suivit fut si puissante qu'elle fit pleurer même les invités les plus froids. C'étaient les retrouvailles que tout le monde croyait impossibles. Élise observait la scène, les mains sur la poitrine, le cœur explosant d'émotion. Chloé la regarda par-dessus l'épaule de son père et sourit, un sourire qui disait tout sans avoir besoin de mots. « Je savais que tu ne m'oublierais jamais. » La salle entière applaudit debout. Il n'y avait plus de rire, plus d'humiliation. Ce qui avait été un motif de mépris était maintenant célébré comme une vérité incontestable. Laurent reprit la parole. « Que cette soirée serve de leçon. La vérité, aussi étouffée soit-elle, trouve toujours son chemin. Et parfois, elle vient de la bouche de ceux que le monde s'obstine à faire taire. » Victor, toujours enlaçant sa fille, tendit la main à Élise. « Je vous dois plus que je ne peux l'exprimer. Vous n'avez pas seulement gardé le secret de Chloé, vous avez ramené l'espoir dans ma vie. » Les larmes d'Élise coulaient sans retenue. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'était pas vue comme une mendiante, mais comme la gardienne d'une vérité que personne d'autre n'avait eu le courage de porter. À ce moment-là, devant tous, le destin avait changé. La femme qui avait été humiliée, chassée et piétinée était désormais la clé de la rédemption de la famille Beaumont. Et ainsi, dans le cœur de chaque personne présente, resta gravée la certitude qu'il ne faut jamais juger la voix qui vient du silence. Car parfois, c'est précisément cette voix qui détient le pouvoir de tout transformer. Cette nuit-là marqua non seulement les retrouvailles entre un père et sa fille, mais aussi la transformation de tous ceux qui furent témoins de la scène. Ce qui avait commencé comme un autre événement mondain s'est terminé par une leçon inoubliable sur l'humilité, la justice et la vérité. Dans les jours qui suivirent, les grands titres explosèrent dans les journaux, les magazines et les bulletins d'information. Une mendiante révèle un secret et permet des retrouvailles historiques, pouvait-on lire en première page. Le visage d'Élise, autrefois ignoré dans les rues, fut désormais reconnu comme celui de la femme qui n'avait jamais renoncé à préserver la mémoire de Chloé. Victor Beaumont, habitué à dicter les règles et à faire taire les voix, se retrouva face à la plus grande leçon de sa vie. Il réalisa que sa richesse, ses contrats et son prestige ne signifiaient rien face à la vérité qu'une simple femme avait courageusement gardée. Aux côtés de Chloé, il donna des interviews publiques, non pour se vanter, mais pour reconnaître son erreur. « J'ai échoué », avoua-t-il devant les caméras. « J'ai ignoré, humilié et expulsé celle qui voulait seulement aider. Et aujourd'hui, je sais que la vraie richesse ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la capacité d'écouter même la voix la plus fragile. » Ces mots eurent un écho dans tout le pays.
Certains crurent en sa sincérité, d'autres l'accusèrent de vouloir redorer son image. Mais quelle que soit l'opinion, personne ne pouvait nier que le personnage arrogant d'avant n'était plus le même. Élise, de son côté, entamait un nouveau chapitre de sa vie. Non, elle n'est pas devenue millionnaire, ni n'a voulu vivre dans le luxe qu'il avait tant méprisé. Mais elle a gagné quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, le respect. Des gens qui détournaient autrefois le regard la saluaient maintenant avec gratitude. Des organisations sociales l'ont contactée, lui offrant de l'aide, un abri et des opportunités. Elle n'accepta que le nécessaire, car son désir n'avait jamais été la gloire ni la fortune, seulement la dignité. Le lien entre elle et Chloé est resté fort. La jeune fille, maintenant adolescente, n'oubliait pas qui avait été à ses côtés dans ces moments de plus grande solitude. « Tu as été ma seule amie quand personne ne m'écoutait », dit Chloé en lui tenant la main. « Et c'est grâce à toi que je n'ai jamais perdu l'espoir d'être retrouvée. » Ces mots furent le plus beau cadeau qu'Élise pouvait recevoir, plus précieux que l'or, plus puissant que n'importe quel applaudissement. C'était la confirmation que sa lutte n'avait pas été vaine. Pendant ce temps, Béatrice disparut de la scène sociale. Son nom fut associé à l'arrogance et au mépris qu'elle avait si ostensiblement affiché. Ses amis s'éloignèrent, ses affaires périclitèrent, et la société l'oublia aussi vite qu'elle l'avait applaudi. Pour beaucoup, ce fut la preuve que l'orgueil finit toujours par se payer. Laurent, l'avocat, devint un symbole de courage silencieux. Sans son écoute et sa détermination, la vérité aurait été étouffée à jamais. Victor se mit à le considérer non seulement comme un allié, mais comme un frère. Et Élise voyait en lui le maillon qui avait relié sa voix à la justice. La société aussi fut touchée. Dans les émissions de télévision, journalistes et experts discutaient de l'affaire comme d'un exemple de préjugés structurels. Combien d'Élises existent, portant des vérités que personne ne veut entendre? S'interrogeait une présentatrice. Combien de voix sont réduites au silence simplement parce qu'elles n'ont ni l'apparence, ni le statut, ni la richesse? Pour la première fois, des milliers de personnes réfléchirent à la manière dont elles traitaient les plus invisibles. Certains changèrent leurs habitudes, ils offrirent une écoute, de l'aide, du respect. D'autres ne commentèrent que par convenance. Mais le fait est que l'histoire avait planté une graine impossible à ignorer. Élise, lors de ses rares interviews, répétait toujours la même phrase. « Je ne veux pas qu'on me voie comme une héroïne, je veux seulement qu'on apprenne à écouter. » Et c'est ce qui résumait tout. La vraie leçon ne portait pas sur la disparition de Chloé ou l'orgueil de Victor. Elle portait sur le courage d'une femme qui, même en portant le poids de l'humiliation, n'a jamais renoncé à ce qu'elle savait être juste. Des années plus tard, Chloé grandit entourée d'un amour renouvelé. Elle étudia, voyagea, construisit de nouveaux rêves. Mais elle porta toujours le médaillon autour du cou, non seulement comme un souvenir de son enfance, mais comme le symbole de la promesse tenue par Élise. Dans chaque interview, dans chaque discours, elle tenait à remercier « Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'une femme que le monde a rejetée a cru en moi. » Et ainsi, l'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Les écoles la racontaient comme un exemple de résilience. Les églises la citaient comme une leçon de foi. Les familles la répétaient comme un avertissement contre les préjugés. Au final, Élise ne voulait pas de vengeance. Elle ne cherchait ni la reconnaissance ni la richesse. Elle voulait seulement le respect, la dignité et la certitude que la voix d'une mendiante pouvait porter plus de vérité que tous les palais dorés. Et c'est exactement ce qu'elle a obtenu. Cette histoire montre que la vérité peut venir de là où on l'attend le moins. Une femme rejetée, invisible aux yeux de la société, a été capable de garder le secret qui a tout changé. Et quand elle a eu le courage de parler, même face au mépris et à l'humiliation, elle a transformé le destin de toute une famille et a fait taire les rires qui l'avaient blessée. Maintenant, je veux vous entendre. Si vous aviez été dans ce salon, auriez-vous cru Élise ? Ou vous seriez-vous joint à ceux qui se moquaient d'elle? Commentez ci-dessous. J'écouterai. Si vous croyez que chaque voix mérite d'être respectée, peu importe d'où elle vient. Et ne gardez pas ce message pour vous.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui se sent peut-être invisible, pour qu'il sache que sa voix a de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci, des histoires qui touchent, inspirent et nous rappellent ce qui compte vraiment, l'humanité, le respect et le courage. Car, en fin de compte, la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la capacité d'écouter même la voix la plus fragile. Et bien souvent, c'est précisément cette voix qui détient la vérité capable de tout changer.